Bonjour, voilà, je m'appelle Jacques, je suis natif d'ici. Il y a très très longtemps, j'ai voyagé et j'ai entrepris avec des amis d'avoir une association qui met en valeur le patrimoine local, qui est un petit patrimoine très différent. Nous sommes très loin de la capitale, tout près de la capitale, mais aussi très éloignés. Et donc notre petite région, qui est entre la Seine et la Loire, entre deux régions différentes de la France, a un passé, une culture que nous cherchons à mettre en valeur dans tous les domaines, c'est-à-dire nous ne sommes pas des historiens, nous nous occupons du patrimoine, des traditions populaires, et nous avons ici été victimes de la guerre. Orléans, par exemple, notre voisine, a été démolie par la guerre, par des bombardements, et elle a été reconstruite. Montargis n'a pas eu cette chance. Montargis n'a pas été démoli par la guerre. C'est assez comique, mais c'est vrai. Montargis a gardé des souvenirs très anciens, et nous sommes tombés sur un maire qui se prenait pour un visionnaire et qui voulait faire de Montargis une métropole de 100 000 habitants. Et bon, on peut démolir ça, il faut démolir ça. Bref, il voulait faire des grands édifices, comme nous avons du côté de la chaussée, des grands édifices de 10 ou 15 étages, et faire en fait de Montargis un petit Manhattan. Et alors qu'en fait, nous sommes une vieille ville qui a 1000 ans, le château que vous avez là a 1000 ans d'âge. Vous voyez ces forteresses que nous avons remises en état il y a 7 ou 8 ans. Et le château était un château très ancien qui a été le siège qui était un château Renaissance. Sa propriétaire était Renée de France, la fille aînée de Louis XII, qui a épousé Anne de Bretagne. Anne de Bretagne et Louis XII se sont mariés pour créer la France hexagonale d'aujourd'hui. Et donc, René de France avait épousé un noble italien, Ferrare, qui est décédé. Et veuve, elle est revenue ici en pleine Renaissance. Et elle a hérité de ce château qui était en mauvais état. Et en plus, comme elle était très instruite, je m'excuse de parler assez longuement de Renée de France, c'est notre héroïne locale. Elle a été instruite beaucoup, elle a constaté qu'il n'y avait pas de bon rapport entre les évangiles de la foi chrétienne et la vie de la religion actuelle. Donc elle est devenue un peu protestante. Mais étant de sang royal, elle ne pouvait pas se permettre d'afficher sa foi protestante. Donc elle était officiellement catholique comme fille du roi, mais intérieurement protestante. Et elle a fait venir des artistes italiens de Ferrare, où elle habitait, et où la Renaissance avait déjà commencé. Donc elle a amené la Renaissance à Montargis. Et elle a fait de ce château un foyer de la Renaissance très connu, et qui était aussi un endroit où venaient se réfugier les protestants qui étaient en danger de mort à Paris. N'oubliez pas qu'elle a eu lieu la fameuse Saint-Barthélemy, et donc beaucoup venaient ici, et même beaucoup de protestants de la région sont venus se réfugier dans ce château, et elle les a protégés, elle les a nourris et protégés, et elle leur a sauvé la vie. Et quand j'explique ça aux touristes, je leur rappelle un film récent qui s'appelle La liste de Schindler, Schindler's List, et dans laquelle le nommé Schindler, pendant la Seconde Guerre mondiale, a sauvé la vie de Juifs en les recueillant dans son usine, en les faisant travailler, et elle a fait la même opération, mais ce n'était pas des Juifs, c'était des protestants, mais c'était aussi une situation vitale et potentiellement mortel. Il était le chef des militaires envoyé par le pouvoir royal, lui a dit laissez-moi le passage que je tue ces protestants. Et elle a répondu, monsieur, vous n'êtes pas de sang royal et moi je n'obéis qu'à mon roi. Et donc si vous voulez entrer dans mon château, il faudra d'abord me bousculer. Il n'a pas osé. Et voilà, c'est notre héroïne locale.
Donc René de France était notre ville locale. Il avait un très beau château. Un château Renaissance qui recevait les grands artistes. C'était l'époque où Versailles n'existait pas. Même les grands châteaux de la Loire n'existaient pas, ou commençaient, ou étaient en travaux. Et les rois de France n'avaient pas de domicile fixe. Il y avait le Louvre, c'est tout. Donc ils allaient de château en château pour visiter la France, quoi. Et ils allaient leur voyage traditionnel, c'était entre Paris et le Val-de-Loire. Et le Val-de-Loire, et ce château était sur leur itinéraire. Il était très brillant, très célèbre, et les rois se baladaient avec armes et bagages, c'est-à-dire qu'ils avaient imaginé sur la route un convoi immense de carrosses et de chariots qui transportaient tout le matériel, peut-être pas le mobilier, mais peut-être pas les vivres, mais le personnel, hein, tous les domestiques, tous les serviteurs. Et donc Montargis était une étape, et j'ai même eu des touristes américains ici, et touristes américains, notamment un couple dont la fille était étudiante en France, et elle avait choisi ce voyage. Elle voulait voir le château de la Renaissance à Montargis, qu'on avait signalé dans les guides comme château de Renaissance. Elle était très déçue, parce que Montargis ne s'occupe pas de l'histoire, et comme je vous disais tout à l'heure que Montargis a été gouverné par un maire qui était visionnaire et qui avait des grandes ambitions pour Montargis, entre nous l'appelons le grand démolisseur. Il a démoli Montargis, et le petit endroit charbon dans lequel nous nous trouvons, et que extérieurement on voit qu'il date aussi à peu près de 2 ou 3 siècles, avec une petite tour au coin, ça devait être démoli. Il avait voulu démolir pour faire du parking, parce que pour sauver le commerce, il fallait faire du parking. Et maintenant, le commerce, on a fait du parking, mais le commerce n'est pas florissant. Orléans est une ville qui a été démolie pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui est une ville commerciale importante. Et Montargis est une petite ville en déclin sous la coupe d'Orléans. Il y a des mauvais rapports. Nous avons de mauvais rapports avec les Orléanais parce que nous sommes sous-préfecture et Orléans est préfecture. Alors que les conventionnels sous la Révolution avaient prévu de faire un département du Loing dont la préfecture aurait été Montargis. Mais en plus, ça ne s'est pas fait pour une autre sombre raison, surtout parce que les gens de Blois, les Blésois, à qui nous devons notre malheur, les Blésois avaient une ville royale. Montargis n'est pas une ville royale. Les rois n'habitaient pas à Montargis. On n'a eu que Renée de France, la fille du roi. Tandis que au château de Blois, c'était une demeure royale de tous les rois de France qui y sont passés. Et donc, les Blésois disaient, voyons, vous nous faites sous-préfecture d'Orléans, Blois sous-préfecture d'Orléans, mais voyons, ça n'est pas possible. Blois est une ville royale, Orléans n'est qu'une ville commerciale. 300 000 habitants d'un côté, 30 000 de l'autre, 10 fois plus. Presque, pas tout à fait, mais pas loin. Et alors, ils ont fait du lobbying, beaucoup de lobbying. À l'époque, le mot n'existait pas. Il est entré dans la langue française par les Anglais, les Américains, les Anglo-Saxons, et ils ont du lobbying et ils ont gagné. C'est-à-dire que, tenez, vous voyez, si vous pouvez voir la carte ici, le Blois est ici. Ça, c'est le Loiret, c'est nous sommes là, à Montargis. Alors, les gens de Blois étaient sous-préfecture d'un département dirigé par Orléans, et qui était à peu près ce territoire. Et alors, à ce moment-là, le gouvernement ayant cédé, on a créé un département particulièrement pour faire plaisir aux Blésois, qui apparemment avait beaucoup plus d'importance. On leur a fait un département complètement bâtard qui s'appelle le Loir-et-Cher. Attention, c'est le Loir sans E. C'est pas la Loire, c'est le Loir. Alors, il y a une partie du Loir, c'est-à-dire la Beauce,
et une partie du Cher, c'est-à-dire la Sologne. C'est pas un département sur la Loire du tout. Et c'est un tout petit département avec une toute petite capitale et aucune industrie, un département, mais on a fait plaisir aux Blésois. Alors, si on a fait ce département à ce moment-là, Orléans n'avait plus son territoire. Donc, on l'a poussé vers l'est et on a détruit le département du Loing, qui lui aurait été plus important, et Montargis serait une préfecture, et Montargis serait développé, aurait été une grande ville. C'est bien triste cette histoire, c'est bien triste, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça, et puis l'histoire a voulu que ce soit ainsi, et donc Montargis est là, vous voyez la Loire ici, la Seine est un peu plus au nord, et ici il y a une rivière qui s'appelle le Loing, qui nous aurions été le département du Loing, et le Loing, mais une autre histoire qui vaut d'être relatée, c'est que le vieux rêve des rois de France avant cette période, c'était de joindre la Loire et la Seine. Le moyen de transport n'existait pas, c'était pas les chemins de fer, il n'y en avait pas, c'était les mauvaises routes, et le gros transport c'était les voies d'eau. Chacun sait que les pierres des pyramides d'Égypte ont été transportées par voie d'eau, et même Stonehenge en Angleterre les pierres de Stonehenge ont été transportées par voie d'eau. Donc il fallait une voie d'eau. Mais ici, on rêvait de faire un canal qui rejoigne la Loire et la Seine, mais ce canal traverse la Beauce. La Beauce est un territoire sec. Et pour un canal, il faut de l'eau pour alimenter les écluses. Les écluses, le canal à écluses, ce sont des écluses avec 4 portes qui ont été inventées par Léonard de Vinci. Ça n'existait pas à l'époque, on naviguait tant bien que mal, mais quand il y avait un problème de changement de niveau, on n'avait pas de solution. Donc Léonard de Vinci a lancé l'idée, il en a dessiné le plan d'écluse avec un sas et 2 portes à un bout, 2 portes à l'autre et des vannes pour faire passer l'eau. Alors ici, il a trouvé que ceci était ici l'endroit idéal pour faire suivre un canal qui, commençant à Briare, monte ici, et là, il a cette écluse, il arrive à la crête. Le canal franchit une crête, et ensuite il redescend à Montargis par 26 écluses. Et ainsi, la Loire, on va de la Loire à la Seine par canal. On y transportait des marchandises, du bois de chauffage, notamment, qui venait de la forêt d'Orléans. On y transportait également les passagers. Il y avait des péniches de passagers tirés par des hommes, et on allait à Paris en 2 jours par voie d'eau. Et les péniches ensuite revenaient. Il y avait des péniches pour passagers. Et Montargis était l'espace, le lieu important, c'est le lieu important de ce canal de liaison qui est. Alors ce qui est injuste pour Montargis, c'est que 40 ans plus tard, il y a un homme célèbre dans l'histoire de France qui s'appelle Paul Riquet. Paul Riquet aussi a inventé et construit un canal qui relie la Méditerranée à l'Atlantique. Il part de la Méditerranée à Sète, dans le département de l'Hérault, maintenant actuel. Il passe par Toulouse et il arrive à Bordeaux par la Garonne. Et ce génial ingénieur s'appelle Riquet. Et on le célèbre partout. Personnellement, j'ai fait ce canal en bateau 2 fois, et on traverse toute une région magnifique. C'est un très joli canal. Maintenant, malheureusement, il n'y a plus de trafic de péniches, mais il y a un trafic de touristes, un trafic de touristes important. Mais le problème, c'est que Riquet est célébré dans le sud et dans les livres d'histoire comme étant le créateur du canal du Midi, qu'on appelle aussi canal des 2 mers. Hugues Cogniet, je répète, Hugues Cogniet. Et il y a une petite rue, un quai Cogniet à Briare, je crois. Il y a même une rue Cogniet à Châteauneuf-sur-Loire, quelque part par ici. À Montargis, rien. Et en fait, ici, ce canal-là, qui est également un canal qui franchit une crête, là, eh bien, il a été fait 40 ans avant.
qui a inventé ce canal, qui l'a fait réaliser, qui a englouti sa fortune personnelle et qui même est décédé avant la finition des travaux, eh bien, Monsieur Cognier est inconnu à Montargis. Il n'y a même pas une rue qui s'appelle Cognier. C'est terrible parce que Montargis ne met pas l'accent sur l'histoire. C'est une ville de commerçants qui ne met pas l'accent sur l'histoire et qui vit avec le tourisme. C'est une petite ville agréable et qui pense que le but c'est quand même de vendre des choses montargoises, notamment de la gastronomie et des pralines, bien sûr. Mais Montargis a été, nous nous sentons floués par le fait que, d'une part, l'inventeur du canal, un génie, est complètement oublié. On a récemment créé à Montargis, enfin, sur le canal, une marina, c'est un port de plaisance, pour recevoir les gens, les mariniers. Il s'agit plus de péniches de transport maintenant. Il s'agit de bateaux de plaisance uniquement. Eh bien, on a fait ce magnifique port et avec de l'argent local, de l'argent du département, de l'argent de la région. Bon, c'est magnifique, c'est très bien. Sauf qu'on va lui donner un nom. Alors nous, notre association va proposer le nom de Hugues Cognier, mais personne ne le connaît. Et je suis persuadé que la mairie de Montargis, le conseil municipal, préférera l'appeler du nom d'un ancien maire, par exemple, par exemple ici, la rue qui passe sous mes yeux s'appelle le boulevard, je ne dis pas son nom, c'est le fameux démolisseur dont je parlais tout à l'heure. Il va falloir le débaptiser un jour peut-être. Et donc Montargis est une ville à l'état d'esprit pas très large, qui est une petite ville et qui n'a pas de grands projets. Voilà. Alors ce musée, j'en parle maintenant. Ce musée dépasse l'histoire, bien sûr. Revenons à ce musée. Nous sommes tombés il y a environ un demi-siècle avec ces deux personnes-là, qui étaient tous les deux centenaires et à qui j'ai l'honneur de succéder. Monsieur Touvenot, monsieur qui c'était mon professeur de dessin au collège local, et c'est lui qui fait des dessins qu'on voit, pas ici, non, des dessins comme ça, si vous voulez, il dessine. Et il s'est passionné pour le passé de Montargis. Il s'est élevé vigoureusement contre ces démolitions. À l'époque, on a démoli, la ville de Montargis est entourée de faubourgs. On a démoli 2 faubourgs complètement pour en faire des choses modernes avec des boutiques qui devaient booster, comme on dit maintenant, le commerce. Il n'en a rien été. Il y a un faubourg qui subsiste et que nous allons essayer de sauver. Mais nous allons le sauver en étudiant le passé de ce faubourg qui n'a plus de boutique, qui n'a plus d'activité commerciale. Et puis en espérant que dans l'avenir on puisse sauver ça. On a également avec un état d'esprit assez étriqué, il a fallu, dans les années 60, le trafic dans Montargis était impossible, le trafic routier, il est apparu indispensable. Or, l'enchevêtrement des rues était tel que les poids lourds et les autocars ne pouvaient pas traverser Montargis, il y avait des embouteillages compliqués. Donc, il a fallu faire ce qu'on a fait partout en France et dans le monde, dans tous les pays du siècle. On a fait une déviation. Alors, il y avait pour montrer l'esprit étroit de la population, on pouvait faire des déviations par l'ouest, mais là, il y avait un obstacle majeur, la géographie s'y opposait. On pouvait faire une déviation par l'est, auquel cas il fallait traverser la forêt de Montargis, qui est très belle. Alors maintenant, c'est une chose impossible, parce que maintenant, la forêt est protégée par le nouveau concept de l'environnement.
Mais à l'époque, si on l'avait fait, on aurait endommagé la forêt, c'est certain, mais on aurait une déviation. Et alors là, qu'est-ce qu'a fait la mairie? Alors, faut se tenir, hein, parce que sinon, quand les gens qui m'écoutent, là, et je leur conseille de s'asseoir. D'abord, avant d'apprendre ce qu'ils vont apprendre, au lieu d'une déviation par l'ouest ou par l'est, on a choisi, tenez-vous bien, de faire une déviation qui traverse la ville en plein milieu et qui la coupe en deux. N'est-ce pas une idée géniale? Et maintenant, ça a utilisé du terrain vacant. Une autre conséquence, c'est qu'il y avait des prairies au bord du Loing qui ont servi à la déviation. Pour remonter le cours, on a creusé le lit du Loing, on a créé un lac. Alors la déviation, le lac, ça a pris des hectares. Et puis maintenant, eh bien, les grandes surfaces sont arrivées. Et comme il n'y avait pas de terrain disponible à Montargis, les grandes surfaces se sont implantées à la périphérie. Et le commerce à Montargis en souffre. En souffre énormément parce que Montargis manque de territoire. Manque de territoire, un territoire tout petit dans une agglomération beaucoup plus importante. Et les communes voisines ont une mine inépuisable d'hectares pour établir des grandes surfaces. Tout le commerce part à la périphérie de la ville et le commerce du centre-ville, il n'y en a plus. Notre rue principale, qui va faire l'objet de notre prochain bulletin des Amis du Vieux Montargis que nous publions, eh bien, notre prochain bulletin sera sur la rue principale que nous appelons la rue Dorée. Elle était dorée parce que il y avait des commerces riches. Et eh bien, la rue Dorée actuelle, vous pouvez la voir, elle est lumineuse, il y a des commerces qui sont des franchises, des commerces sans intérêt. Mais par contre, il n'y a pas de commerce de bouche. Ma maman à moi, quand j'étais enfant, elle allait faire la rue Dorée avec son cabas. Et elle allait chez l'épicier, chez le boulanger. Elle allait chez le boulanger en dernier parce que la baguette dépassait du cabas et on pouvait la accrocher, on pouvait la casser. Un passant pouvait la casser. Elle passait chez l'épicier, chez le boucher, chez le charcutier, chez le marchand de primeur et elle finissait par le boulanger. Et c'est fini. Dans toute la rue Dorée, il y a 100 boutiques dans la rue Dorée, d'un bout à l'autre. Je crois qu'il y en a une qui vend de l'alimentation. Par contre, il y a beaucoup de boutiques de téléphonie, il y a beaucoup de boutiques de fringues modernes, bon, il y a beaucoup de banques, mais ça n'est plus une ville commerçante. On l'appelle toujours la rue Dorée, mais c'est donc qui est vide d'habitants parce que les commerçants n'habitent plus là, ils habitaient au-dessus, normalement, au-dessus de la boutique. Mais maintenant, ils préfèrent aller habiter dans une zone plus tranquille, ce qui fait que on traverse la rue Dorée, on voit des belles boutiques bien éclairées, achalandées, mais si le regard s'élève d'un peu plus, il voit un premier étage vide d'habitants. C'est une rue vide. Le soir, il n'y a personne. On a l'illusion d'avoir une rue Dorée, mais la rue Dorée a perdu complètement de son importance. Voilà. Mais nous sommes ici au musée parce que ces gens-là dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont voulu protéger le passé de la ville et ils ont eu notamment deux sponsors. D'abord, un tanneur qui nous a légué tout son outillage de ce côté-là, tout son outillage, et puis ensuite un industriel. Le tanneur nous a expliqué que la peau de la vache, il s'agit évidemment uniquement de bovidés. Des bovidés, ce ne sont que ça. Il y a d'autres peaux, toutes les peaux, quelles qu'elles soient, peuvent faire du cuir. Mais nous ici, c'est uniquement la vache. Peaux qui sont utilisées, ce sont le porc, le veau, la chèvre et le mouton. Ces quatre peaux
se font toujours, mais nous n'avons pas ces animaux dans la région, surtout les vaches. Ça se fait dans les régions, notamment dans le centre de la France, où il y a beaucoup de moutons. Et la capitale, ceci c'est la tannerie, et les autres peaux, ça s'appelle la mégisserie. Mais c'est le même processus. C'est le même processus qu'on consiste d'abord. Alors racontons, ça consiste ici, selon ce dessin. Là, oui, c'est très bien. On travaille la peau d'un côté, on enlève le poil d'un côté, la graisse de l'autre. Gros travail musculaire qui sent très très mauvais, qui est dégoûtant et qui se fait dans des locaux non chauffés. Et la peau, après, c'est une substance qui vous glisse dans les mains, qui est lourde, qui sent mauvais, et qui va pourrir. Donc, la tannerie, ça consiste à stopper le mouvement de dégradation de la pourriture. Parce que les animaux, tout comme les hommes d'ailleurs, et les végétaux aussi, sont biodégradables. Pour te dire simplement, ma maman, à moi, m'a fabriqué le biodégradable. Je serai un jour biodégradé. Je le sais. Hein. Et nos ancêtres avaient trouvé que quand ils faisaient une blessure, il y avait dans la nature des végétaux qui savaient, qui pouvaient tuer les bactéries. Et ils ignoraient ce qu'était une bactérie, bien sûr, et guérir les plaies, quelles qu'elles soient. Alors ils avaient trouvé notamment qu'à Montargis, ici, c'était le chêne. Nous avons à proximité d'ici une très belle forêt domaniale qui s'appelle la forêt de Montargis et qui est riche en chêne. Alors l'écorce de chêne, on la prenait sur un tronc de chêne, on faisait des coupes comme ça, on en tirait des grands éléments larges comme ça et de 2 mètres de long et qui allaient servir à détruire les bactéries qui font pourrir la matière vivante. Alors, cette peau cette écorce de chêne, on la mettait dans un moulin. Alors, un moulin à blé, à farine, c'est une pierre sur laquelle tourne une autre pierre qui écrase les grains de raisin et il en sort 2 choses. Le cœur de grain qui est la farine, la future farine, et l'enveloppe qui n'est pas mangeable, mais qu'il va falloir séparer après. Hein, alors on a donc, si on écrase les grains de blé, on a le grain qui donne la farine et puis l'enveloppe qui donne le son. Tout ça étant mélangé. Et après on les sépare et on peut faire du pain avec la farine. Eh bien, cuire se fait avec de l'écorce de chêne. Alors on a un moulin pareil, mais de la même façon, mais au lieu d'écraser la farine, il écrase des écorces de chêne qui sont épaisses comme ça et sur des morceaux d'écorce qu'on a coupés comme ça. Et ça donne ceci. Ça donne ceci, et je vous le montre. Voilà. Ça donne ceci. Ceci, c'est de l'écorce de chêne qui est passé, qui a été récupéré en forêt de Montargis et qui a été broyé dans un moulin. Et ça n'est pas un moulin à farine, ça s'appelle un moulin à temps, puisque le temps, TAN, c'est ce qui sert à tanner et qui donnait le mot tannerie. Un moulin à temps, et il fabriquait ça, et ça s'appelle du temps. T-A-N. Voilà, du temps. Voilà. Et alors on va faire ça, et avec ça, ça va tuer les bactéries. Alors après donc, il faut maintenant appliquer ce produit aux peaux de vache, hein, peaux de bovidés, pour tuer les bactéries. Alors voilà comment on procède. Vous voyez des bacs ici, des grands bacs. Vous voyez des grands bacs. Là-dedans, on met les peaux avec du temps. On prend du temps, on met une peau, une couche de temps, une peau, une couche de temps, une peau, une couche de temps, et ainsi de suite. On en empile peut-être 10 ou 20 dans le bac, et on laisse dormir pendant très longtemps. Pendant très longtemps, et le temps va finalement venir à bout des bactéries.
Et au bout de quelques mois, je pense, ça varie selon beaucoup de facteurs que j'ignore, malheureusement, on sort les pots du bac. Ici, là, on sort les pots et c'est toujours au bord d'une rivière parce qu'il y a des petites passerelles au bord de la rivière. Vous voyez, il y a toujours plusieurs tanneurs au bord de la rivière. Ils sont tous concurrents et tous ils travaillent à la même chose, mais chacun a une passerelle ou deux et il sert des passerelles pour aller tremper les pots et les rincer. Vous voyez, là, on rince les pots, là, on les transporte sur une brouette hein, et après. Bon, et à ce moment-là, la peau est protégée. Après ce long traitement, la peau est protégée contre la pourriture. Elle ne pourrira pas. Hein? Alors, moi, je sors toujours une grosse plaisanterie, un peu stupide dont j'ai un peu honte, mais avec votre permission, je vais vous la dire quand même. Quand j'étais gamin et qu'on trouvait dans la nature un lézard ou un serpent, on le mettait dans un bocal avec de l'alcool. Et on constatait dans le bocal que l'animal ne pourrissait pas. Et alors, je m'excuse de ce que je vais vous dire, mais c'est pas, j'en suis pas trop fier, mais ce discours est un peu monotone parfois pour les touristes. Alors, je sors une peu grosse bêtise pour les faire sourire un peu, vous me permettez. Donc, je dis, vous savez, on mettait une grenouille dans l'alcool et on la voyait elle restait là, elle bougeait pas, mais elle restait là, elle était présente. Eh bien, vous voyez, l'alcool tue les microbes. On a dit beaucoup de mal de l'alcool, mais c'est quand même très bon. C'est pas très malin ce que j'ai dit là. L'alcool, maintenant, l'excès d'alcool, bon, n'est pas bon pour la santé. Ça sert à sortir les pots des bacs pour les rincer. Hein? Pour les rincer dans la rivière. C'est ça, hein? Comme ça. Donc voilà, donc le cuir est là. Bien, on va le faire sécher, lui faire plusieurs rinçages, et on va le faire sécher. C'est ici, vous voyez, voilà ici le temps que je vous ai montré tout à l'heure. Et voici maintenant au fond du bac que vous avez vu là, et le temps se dépose. Alors, c'est un magma puant et très déplaisant que l'on va mouler là-dedans, sécher au soleil, et qui l'hiver prochain va nous chauffer. Parce que le temps chauffé comme ça, c'est un petit peu comme la tourbe. C'est le moyen de chauffage des pauvres, qui n'ont pas de quoi acheter du bois. Alors ça fait un feu qui est très déplaisant, avec une fumée nauséabonde, mais au moins, on a moins froid. Voilà. Alors là, vous voyez encore, cette tannerie-là a fermé en 1960. Cette photo-là date de 1960. Alors là, on a des bacs qui sont faits, qui sont un travail de tonnellerie, en fait. C'est un tonnelier qui fabrique ces bacs, comme il fabrique des tonneaux. Hein. Mais parfois ici, la tannerie qui était là, elle a des trous dans le sol. Ce qui sert à faire le travail que j'ai décrit précédemment. Mais là, celui-là, c'est la dernière tannerie qui a fermé. Elle est à 20 km d'ici. Voilà. Et puis alors, on va continuer. Alors ici, le cuir est maintenant, il ne pourrira pas. Et on est tranquille. On trouve dans les fouilles des cuirs très anciens. Il n'ira pas, mais il a un gros défaut, il est rêche, il est dur, il va falloir l'assouplir. Alors on l'assoupit avec cette opération de corroyage. Lui, c'est un corroyeur. Ceux que vous avez vus avant sont des tanneurs. Lui, il est corroyeur. Alors oui, il a cet outil-là. Cet outil-là que vous voyez ici, c'est le même outil, là et là. Alors il le passe comme ça, sur la peau, et puis il leur descend comme ça, en appuyant très fort, avec de la matière grasse, par exemple du suif qu'on peut tirer par exemple, de la viande de porc, par exemple, hein, et alors il va assouplir le cuir, voilà. Et à la suite de ça, on a le cuir,
le produit qui s'appelle cuir et qui est toujours valable et qui ne vieillira pas. Parce que le cuir, voilà maintenant ses qualités. Il est imperméable à l'eau. Il laisse passer l'air. C'est bon pour les chaussures. Allez essayer, mesdames et messieurs, de porter des chaussures en plastique ou des chaussures en caoutchouc. Quoique le caoutchouc, qui est très présent à Montargis, l'usine de caoutchouc créée par un Américain qui s'appelle Hutchinson, et qui est l'ancêtre de la famille Goodyear, de la marque Goodyear. Goodyear, je fais une parenthèse, c'est possible, hein. Goodyear s'est installé en Europe au milieu du 19e siècle. Il n'y avait pas d'automobile, mais c'était pour le caoutchouc qui déjà servait à plusieurs choses, notamment les bottes. Parce que les paysans, on reste dans le cuir, hein, les paysans marchaient dans des sabots, ou pour les riches, dans des bottes de cuir. Mais la botte en caoutchouc a été un gros progrès, parce qu'elle est étanche. Le caoutchouc était étanche à l'eau. On peut marcher dans l'eau avec des bottes en caoutchouc. Mais dans les bottes en caoutchouc, on a les pieds dans une humidité malsaine. C'est pas l'idéal non plus, hein. Revenons. Le cuir est étanche à l'eau. Il laisse passer l'air, ce qui est indispensable pour nos chaussures. Et aussi nos vêtements. Ensuite, il est flexible. Il est résistant à l'usure. Et en plus, qualité ultime, il est beau. Il est beau, et chose que ni le caoutchouc de plastique, ni le caoutchouc peuvent égaler. En plus, le caoutchouc, le cuir est beau. Là-dessus est arrivé un grand malheur sur le cuir à Montargis et ailleurs, c'est que il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et en 14-18, les chevaux tiraient les canons. Et puis il y avait aussi des chemins de fer, bien sûr. Mais en 14-18, le développement du moteur à combustion interne était tel que, parce que dans une machine à vapeur, le feu produit de la vapeur, et c'est la vapeur qui va dans le cylindre pour actionner une locomotive. Nous sommes d'accord. Tandis que dans la nouvelle invention qui est apparue au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, le feu a lieu dans le cylindre. On fait parvenir le carburant dans le cylindre où il brûle, explose et pousse le piston. Alors que dans la locomotive, c'est la vapeur qui pousse le piston, et la vapeur a été produite hors du cylindre. Et produire la vapeur hors du cylindre, ça ne va pas pour un véhicule routier, c'est trop volumineux. Alors donc est arrivé le moteur à combustion interne. Et l'armée, évidemment, l'armée a sauté sur l'occasion. Et moi, j'ai vu en 1944, j'ai vu les chars américains dans mon village qui sont arrivés. J'avais 8 ans. Et les GIs on les recevait comme des libérateurs. C'était la grande fête au village. Et de la tourelle de leur char, ils nous balançaient trois choses. Des bas nylon, fabriqués par Dupont, la firme américaine qui a inventé le nylon. Et ils nous balançaient des chewing-gums, des Wrigley's Spearmint Gum, et ils nous balançaient le Lucky Strike. Les cigarettes, pour nous, ce sont les cigarettes de la libération. Je ne sais pas s'ils en ont distribué partout en France, mais dans mon village, ils n'avaient que des Lucky Strike. Et nous, gamins, nous croyions qu'ils nous faisaient des cadeaux. Et en fait, ça n'est que récemment que les copains et moi, nous avons découvert que c'était pas des cadeaux. C'était pas des paquets qu'ils avaient achetés pour nous faire plaisir. C'est des cadeaux que la maison Lucky Strike en Amérique leur avait donnés avec pour mission de les distribuer en France, pour leur créer une addiction. C'était commercial. C'était nos libérateurs. Ils étaient gentils comme tout. Les filles, ils embrassaient les filles sur la bouche. On les laissait faire. Et les mamans toléraient. Elles étaient révoltées, mais les mamans étaient tellement heureuses de nous voir libérés. Elles voyaient ça, et la libération est un souvenir gigantesque dans nos mémoires d'enfants, hein. Et donc les GIs, qui étaient des gars de 20 ans,
dans des Sherman à étoile blanche, dans des Jeep Willys, dans des GMC Trucks, et c'était une période formidable. Mais les Américains nous ont donc rendus addicts à la cigarette, au bas nylon et au chewing-gum. Voilà. Oh, c'est pas tragique. C'est pas tragique du tout. On était tellement contents d'être libérés que on leur a pardonné très vite. On leur a pardonné. D'ailleurs, maintenant, je crois que la consommation de tabac en France commence à baisser un peu. Ça prouve que leur mission commence à se terminer. Bon, ça va. Voilà, donc, où en était-je? Je cause, je suis comme ça, c'est un truc qui est dans un logiciel tout fait qui est là-dedans 1000 fois, hein, 1000 fois. Alors donc, qu'est-ce qui se passe en 1944? Les chevaux disparaissent de la vie des Français. Ils disparaissent sur les routes. Il n'y a plus de chariots, il y a des camions et des autos. Ça avait commencé un peu avant. Et ils disparaissent dans les champs, chez les paysans. Dans mon village qui avait, il y avait une quarantaine de fermiers. Et on faisait vivre une famille sur parfois 10 hectares. Papa, maman, 2 enfants, 10 hectares. La pauvreté. Mais ça marchait. Certains paysans avaient non pas un cheval, mais 2 chevaux. Il y avait même dans mon village un paysan qui avait 40 hectares de terre. En anglais, en américain, ça représente 80 acres of land. Et il avait 4 chevaux. C'était le riche du village. Mais les chevaux devaient avoir porté un harnais. Ils avaient des harnais que nous avons là, ici. Non, il n'y en a pas ici. Ça, c'est l'outil du bourrelier. Le bourrelier. Un bourrelier fabrique des harnais pour les chevaux. Alors, quand les paysans ont acheté des tracteurs, ils n'avaient plus de chevaux. Donc le cuir était invendable. Avec l'armée mécanique et l'agriculture mécanique, ça a été la mort du cuir. Et alors l'industrie du cuir l'industrie est toujours performante. Et elle trouve des solutions. Alors, un cuir de vache, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que d'abord, un cuir de vache, ça fait une épaisseur presque ça, pas loin, un peu moins de ça. Ça fait 7-8 mm d'épaisseur. On peut le couper en épaisseur. Et on peut le couper en épaisseur pour avoir du cuir de 1 mm. Et on peut aussi tomber à 0,7 mm d'épaisseur. On peut le couper très fin. Et donc on peut ici lui donner un effet crocodile. Un effet croco. On peut également le colorer. On peut avec ça faire un sac à main, un porte-monnaie. Et là-dedans, tous les Français connaissent le gros consortium industriel qui s'appelle LVMH, c'est-à-dire Louis Vuitton et Moet Hennessy, c'est-à-dire la fabrication de luxe de l'industrie française. Mais souvent, je dis souvent aux dames, si votre époux vous offre un sac à main en croco, faites bien attention, ça peut être de la vache. Ça peut être du faux croco, ça peut être de la vache que l'on coupe en épaisseur. Et ce qui fait que là, l'industrie a redonné vie à l'industrie du cuir par le vêtement et le luxe. Les sièges des voitures sont en cuir, les voitures de luxe sont en cuir. Et l'industrie a toujours trouvé moyen, l'industrie, notre système, notre civilisation industrielle est basée, capitaliste industrielle, est basée sur l'initiative, et en cas de mévente ou en cas de problème, l'industrie rebondit toujours. Elle trouve toujours une solution pour se rénover. On dit rebondir en français. Hein. Et donc, voilà, le vêtement est devenu aussi
un débouché très important pour le cuir, puisqu'on pouvait faire, on peut même porter des vêtements en cuir, voilà. Voilà à peu près pour le cuir. Alors, du temps, une autre révolution a eu lieu dans notre civilisation, qui est en relation un peu avec le cuir, mais latéralement, c'est le sol. Les sols que nous avons ici sont du carrelage lisse. Le trottoir, ce sont des dalles de béton. La rue, c'est du bitume. Tout ça, c'est lisse. Ce qui fait que, mesdames et messieurs, vous qui avez 40, 50, 60 ans, vous êtes allés à l'école avec un cartable, alors qu'à l'heure actuelle, nos petits-enfants vont à l'école avec une valise à roulettes. Alors, question, quand on était grand voyageur au 19e, 20e siècle, on n'avait pas de valise à roulettes. Alors, c'était où ça? Là, par exemple, quand on était en Afrique, en Asie, on montait dans le bateau pour rentrer à Marseille. Et au port, on disait « Porteur! Porteur !» Et arrivait un porteur pour porter... Vous voyez, ça, c'est une malle de voyage, très belle. Très belle. Vous voyez les étiquettes de Marseille, là, ici. Et puis là, regardez là-dedans, ici. Regardez. Ici. Les cintres. On sort les cintres. Ici, on met les chaussures. Là, mais c'est pas beau, ça. Hein? Il y a ça, pour mettre les chemises, les pantalons, les pullovers. Voilà. Alors, porteur. Alors, cette valise appartenait à un colon français qui était en Inde, à Pondichéry. Pondichéry, si, mesdames et messieurs, si vous ne le savez pas, c'était une colonie française. Vous savez ça aussi. Et la France dans ses rivalités avec l'Angleterre, la France a été très présente en Inde, mais finalement, elle a tout perdu au funeste traité de Paris, le fameux traité de Paris que les Québécois nous reprochent. Et les Québécois parlent de nous, de France, comme les maudits Français. Nous sommes les maudits Français parce que nous avons abandonné le Québec. Et nous avons fait souffrir nos compatriotes et ils ne l'ont pas toujours pardonné, même à l'heure actuelle. Et je raconte l'histoire aux touristes, et aux Français surtout, l'histoire de la Louisiane. Parce que dans le public, il y a parfois, nous avons en Montargis un admirateur de Napoléon Ier, qui fait beaucoup de bruit. Et dans ces guerres de Napoléon Ier, il était à court d'argent. Alors, il a choisi pour gagner l'argent, de vendre des colonies lointaines. Alors, il a décidé de vendre la Louisiane. La Louisiane, c'est un petit État américain, mais la Louisiane, c'était un territoire immense qui partait du golfe du Mexique, qui longeait le Mississippi, qui arrivait jusque dans North Dakota, et qui représentait, je crois, l'équivalent d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'États américains. Et il a vendu ça aux Américains pour quelque chose comme 18 millions de francs or. Le chiffre ne vous dit rien, mais le Congrès américain a refusé d'emprunter cette somme. C'était une somme gigantesque. A refusé parce que ça paraissait impossible. Et les discussions ont été longues au Congrès américain, et le gouvernement américain tout jeune de l'époque, c'était 20 ou 30 ans après l'indépendance américaine, le gouvernement américain a accepté de cautionner cet emprunt gigantesque avec une voix de majorité. C'est vous dire à quel point c'était tangent.
Donc l'Amérique s'est agrandie vers les Rocheuses et il ne restait plus ensuite qu'à faire un congrès, un accord avec l'Espagne pour récupérer l'Arizona et la Californie et le New Mexico. En gros, ça. Et donc, nous avions des colonies, nous avons perdu le Québec, et dans ce même traité de Paris, nous avons également perdu l'Inde, et ça nous ramène à la brise, à la malle. Perdu l'Inde, parce que l'Inde est devenue indépendante en 1948, je crois, ou 50, grâce à un monsieur célèbre qui s'appelle Gandhi, et qui a décolonisé son pays sans une goutte de sang, simplement en prescrivant à ses ouailles de s'asseoir sur les voies ferrées. Et l'Inde a été paralysée et toute son activité économique a été stoppée par manque de transport. Et l'Angleterre, qui était propriétaire des Indes, a été obligée, à son grand regret, d'abandonner l'Inde. Le pays est devenu indépendant. Mais il restait 7 ou 8 petits comptoirs que tous les petits Français comme moi apprenaient par cœur quand ils récitaient la leçon de l'empire colonial français. Chandernagor, Yanaon, Pondichéry, Carical, Mahé, puis là encore 2 ou 3 autres, qui étaient que la France avait supplié les Anglais de leur laisser pour faire un peu de commerce. Un petit peu d'ailleurs comme Saint-Pierre et Miquelon, qu'on a supplié de conserver pour le prétexte, c'était pour du commerce, c'était pour que les pêcheurs bretons puissent aller avoir de l'eau douce. Et donc c'est à mettre dans le cas de la décolonisation qui s'est terminée en Europe il n'y a pas longtemps, mais qui a commencé en Amérique au XVIIIe siècle. Au 19e aussi, et il a fallu attendre le 20e pour que ça soit terminé. Et donc, en 1948, à Pondichéry, c'était l'administration française. Il y avait des écoles françaises, il y avait des Citroën traction avant, dans les rues, et il y avait la justice, la police française. Et le monsieur était un juge du tribunal, un juge du tribunal de Pondichéry. Et il utilisait ça quand il revenait en France, en vacances. Il revenait en France, et alors, la personne qui nous l'a donné, c'est la fille du juge, qui avait 5 ou 6 ans de plus que moi, que j'ai très bien connu, qui nous a donné ça, et elle a vécu ça, arrivé à Marseille, porteur, porteur, et puis le train est arrivé à la gare de Lyon, porteur, porteur, et je raconte aux touristes un film amusant et frais récent avec Jean Gabin et Bourvil, je ne sais pas si vous connaissez ce film, qui s'appelle La traversée de Paris. Jean Gabin et Bourvil, sous l'occupation, traversent Paris et font du commerce de viande de contrebande. Et ils sont évidemment suivis par des chiens, et ils se retrouvent par hasard, bon, l'histoire se termine, et quelques 10 ans après, à la gare de Lyon, Jean Gabin, peintre à la mode, prend le train de nuit pour aller sur la Côte d'Azur, et puis le porteur amène les valises. Alors à l'époque, on abaissait les fenêtres, et la scène finale, c'est celle-ci, Jean Gabin, accoudé à la fenêtre, il s'adresse au porteur et il lui dit « Dites voir combien je vous dois, porteur ?» Le porteur, à ce moment-là, leurs 2 regards se croisent. Et ils se reconnaissent. Alors, Jean Gabin avait été choyé par l'occupant en tant que peintre à la mode. On lui avait fait grâce de la déportation. On l'avait renvoyé dans ses foyers parce que c'était un peintre à la mode. Le pauvre vieux dont j'ai oublié le nom, joué par Bourvil, lui, il a été emmené en Allemagne où il a passé 4 ans, à l'ombre. Alors Gabin est là, avec son porte-monnaie à la main pour sortir quelques pièces, et leurs regards se croisent. Ah, alors, comment il s'appelait, Robert? Alors Robert, toujours dans les valises?
qu'ils avaient traversé Paris avec des valises et de la viande. Et c'est la scène finale du film. Donc voilà l'histoire de l'histoire de cette valise, de la colonisation, et l'histoire et l'irruption dans notre civilisation de la valise à roulettes. Maintenant, nos petits enfants rentrent au cours préparatoire à 6 ans pour apprendre à lire avec une petite valise à roulettes d'une main et un téléphone portable de l'autre main. Puisque tous les enfants ont un téléphone portable maintenant, c'est naturel, c'est la nature des choses. Voilà. Bien, alors nous continuons un peu. Ici, j'ai parlé des 4 animaux qui font du cuir fin. Hein, le porc, la chèvre, le mouton et le veau. D'ailleurs, quand vous achetez un livre de qualité à la librairie et vous tournez à la dernière page, vous trouverez fabriqué à tel endroit sur vélin machin chouette. Le vélin, ça vient de veau. C'était à l'époque la peau du veau qui était de qualité pour imprimer les textes. Et c'est la raison pour laquelle les moines au Moyen-Âge écrivaient sur du vélin, de la peau de veau. Et le pire encore, le meilleur de tout, c'était pas le veau, c'était le veau mort-né. Mort-né, celui qui ne vivait pas quand il venait de sa maman, de la vache, qui était mort, qui naissait mort. Et il paraît que c'était les peaux de veau qui avaient la plus grande valeur. Et donc on faisait avec ça c'était la matière sur laquelle les moines écrivaient. Alors là, on retrouve ici, là, vous voyez, quand il faut. Ici, on a une pédale, on appuie, ça écarte les branches, on met le gant, ça resserre, et après, on a 2 mains pour coudre. Et ici, c'est la même chose, mais pour la peau de la vache, on ouvre ça, on met du cuir dedans, on serre entre les jambes, et après on a 2 mains pour coudre. Vous voyez, et puis voilà. Alors donc, mais ça, c'est une controverse dans notre association, parce que nous sommes le musée du cuir et de la tannerie. Or, nous avons dans notre association des gens qui sont des puristes et qui disent non, ça ne doit pas être là, ça c'est pas de la tannerie, c'est de la mégisserie, c'est les peaux fines. La ganterie, oui, c'est ça la mégisserie, la mégisserie. Peau de caprin et d'ovin, voilà. Et voilà, mais ici, il n'y en a pas de mégisserie, bien sûr, parce qu'il n'y a pas ces animaux-là, ou très peu. Bien, alors ensuite, après, Monsieur Melzem, qui est le tanneur, qui nous a donné tous ces outils, donc, nous avons eu Monsieur Létrange. Monsieur Létrange qui avait cette usine. Cette usine, Létrange. Monsieur Létrange faisait du cuir, beaucoup de cuir, travaillait beaucoup pour l'armée française. Et quand le cuir ne se vendait plus, il s'est spécialisé dans la chemiserie de luxe. La chemiserie de luxe, et il est parti en retraite pas longtemps après 2000, il n'y a pas très longtemps. Il est allé voir le maire de Montargis en disant, dites voir, mon usine là, je veux la vendre, mais je suis entouré d'habitations. Et la loi dit que ceci est un terrain industriel. Donc il faut que je trouve une industrie, mais une industrie qui va apporter de la pollution sonore et toutes sortes de pollution envers les voisins. Mais moi je voudrais faire là-dedans un lotissement d'habitation. Monsieur le maire, s'il vous plaît, pouvez-vous changer le plan d'occupation des sols de la ville de Montargis et transformer ce site industriel en site habitable?
Et monsieur le maire, si vous me faites la gentillesse de me transformer ça pour me permettre de vendre le terrain, je vous fais cadeau de toutes mes collections. Je me trouvais à côté. Et je dis, par hasard, je dis, monsieur le maire, si vous voulez, l'association Les Amis du Vieux Montargis, pour les collections, nous sommes preneurs. Ah, si vous êtes preneur, donc ok, je vais donner satisfaction à monsieur l'étrange. Voilà. Alors c'est comme ça que la fête s'est. Alors après c'est nous plus tard qui avons l'idée de concentrer dans ce tout petit local la fabrication du cuir et l'industrie du cuir. Vous voyez, c'est notre idée à nous de faire ça. C'est une usine dont ici on revoit ici l'usine d'abord, comme là-haut. On voit toutes les machines à coudre de chemiseries. Il avait 150 ouvrières. Hein. Et nous avons elles sont là. Nous avons toutes des jeunes filles, hein, 14, 15, 16 ans. Elles venaient de 10, 15 kilomètres à bicyclette. Et là on coupait le tissu et on faisait le cuir, voilà. Voilà. Alors là, on a mis ça. Vous savez ce que c'est ça? Tenez, imaginez dans une usine des numéros, autant que d'ouvriers. Chaque ouvrier a un numéro et une fiche. Il vient le matin, il prend la fiche, il la met là. Et puis il fait, on entend, ça s'appelle dans l'industrie, dans le vocabulaire de l'industrie, ça s'appelle pointer. Pointer, ça veut dire enregistrer son arrivée dans l'usine. Hein? Alors le pointer a pris un autre sens en français quand on dit Gaston m'a fait attendre hier, il m'avait dit je passerai à 10 heures, et puis finalement il s'est pointé à 11 heures. Il s'est pointé, ça fait allusion à ça. Alors, on pointe comme ça, puis c'est sonore. Parce qu'en face, là, il y a un espion. Un espion qui surveille qu'on ne fait pas qu'on va pas pointer pour un paresseux qui est encore au lit. Hein, c'est pour s'assurer que tous les ouvriers sont venus travailler. Alors, vous voyez ici, il y a la tige qui est là. Elle tourne à la même vitesse que la pendule. Ce qui fait que là, il y a comme un ruban de machine à écrire, vous voyez ? Un ruban de machine à écrire, et quand on appuie, ça imprime l'heure et les minutes. L'heure qu'il est. On pourra vérifier si tout le monde était à l'heure et on pourra pénaliser celui qui sera en retard. Maintenant, bien entendu, les gens de l'industrie actuellement ne connaissent plus ça. Et les vieux retrouvent ça avec plaisir. Mais les jeunes, maintenant, ils n'ont plus ça, ils ont des cartes magnétiques. Le progrès est là, on n'arrête pas le progrès, hein, bien sûr. Voilà, l'histoire de la pointeuse. Alors, elle n'a rien à voir avec le cuir. Rien à voir avec le cuir du tout, mais nous n'avons pas pu résister au plaisir de faire vivre ce souvenir-là. Voilà. Alors, j'ai pas parlé ici, oui. Alors ici, ça, c'est pas Monsieur l'étrange, ça nous aide. Ça, c'est un cartable d'un petit enfant de 6 ans. Moi, j'avais ça quand j'ai appris à lire à 6 ans. Et en fait, c'était pas mon cartable de classe, c'était ce cartable de mon grand frère. Parce qu'à l'époque, on se passait les choses, et les vêtements, et les chaussures. Et ce qui fait que mon grand frère avait 3 ans de plus que moi. Donc, dans toute ma vie d'enfant, je n'ai jamais eu ni de vêtements neufs, ni un vélo neuf, ni des chaussures neuves. J'ai toujours hérité de ce que portait mon frère. Hein? Ça m'a marqué beaucoup, ça. Parce que on n'a pas de très bonne relation avec mon frère, mais ça remonte un peu à cette époque-là. Hein? Et ça, c'est le chasseur qui met son gibier là-dedans. Ça s'appelle un carnier. Ça, c'est le plombier. Et ça, c'est le médecin. Sous l'occupation, le médecin mettait ça sur son vélo, sur le porte-bagages du vélo, et il venait dans mon village à 10 kilomètres pour nous soigner quand on était malade. Fallait parfois l'attendre longtemps, hein, parce que il y avait des kilomètres à faire.
Alors ensuite, Monsieur L'Étrange, lui, avec le cuir, il a travaillé pour l'armée française. Alors il a fait un étui pour un pistolet, il a fait un étui pour des jumelles. Ici, il a trouvé des cartouches pour mettre des cartes. Mon papa était officier de réserve en 1940. Il était sur la ligne Maginot. Ils n'ont pas réussi à arrêter les Allemands. Et pourtant, ils avaient des masques à gaz. Hein. Mais les Allemands n'ont pas utilisé les gaz en 40. Ils les ont utilisés beaucoup en 14, mais pas en 40. Hein. C'est une chose qu'on peut mettre, une saloperie qu'ils n'ont pas faite. C'est peut-être la seule. Et voilà. Et puis ici, oui, alors voilà, par exemple ici, ça c'est un truc qui va à ma ceinture. Ici, là, ma ceinture, et c'est pour porter un couteau. Vous voyez? Alors, que fait Monsieur L'Étrange? Il fait un prototype. Un prototype de porte-coutelas. Et ensuite, il l'envoie au ministère de la Guerre. Là, avec un tampon et puis toute la description. Le ministère de la Guerre l'étudie et le renvoie après avec éventuellement une commande en un certain nombre d'exemplaires. La Maison L'Étrange vivait avec les commandes du ministère de la Guerre. Là, par contre, ici, il y a un masque à gaz. Les masques à gaz, c'est pareil, les Allemands n'ont pas utilisé les gaz en 1940. Il est largement utilisé dans les tranchées, encore dans la Première Guerre mondiale, mais ils n'ont pas utilisé en 40. Donc, il fabriquait pas les masques à gaz, bien sûr, mais il fabriquait l'étui. Hein? Voilà. Et puis ensuite, donc, Monsieur L'Étrange a fait des chemises de luxe. Quand il a vendu l'usine ici, il avait encore une trentaine d'ouvrières qui fabriquaient des chemises de luxe, c'est-à-dire avec des gamines de 15 ans, et puis des femmes expérimentées. Par exemple, une gamine, elle faisait la manche, c'est le plus simple, ou le poignet. Une autre faisait le dos, et puis une femme expérimentée assemblait tout ça pour faire une chemise. Et les chemises, on ne regardait pas au prix, on ne considérait pas le prix, on les faisait c'est ce qu'on appelle le luxe français, hein. C'est-à-dire que on fabriquait des chemises et à la fin on recevait du commandeur, du donneur d'ordre, on recevait un rouleau de ruban comme ça, on en coupait un petit morceau où il y avait écrit Pierre Cardin, Daniel Echter, vous voyez ce que je veux dire, et on le cousait là. Mais toutes ces marques-là sont des chemises identiques. Tous ces grands noms célèbres de chemises achetaient la même chose que le concurrent, bien sûr. Et lui, et cette usine, quand il a fermé l'usine, il est parti et il nous a donné à nous tout ce qui concerne la guerre. Et il a donné tout ce qui concerne la chemiserie à un musée qui s'appelle Musée de la chemiserie, qui est à Argentan-sur-Creuse. Et il y a Monsieur L'Étrange a partagé son legs en le cuir pour nous, la chemiserie pour l'autre. Voilà. Et c'est tout un pan d'industrie française qui s'est terminé là. Il y avait beaucoup de petites entreprises comme ça, hein. Dans la région, malheureusement maintenant, c'est de plus en plus rare. Oui, alors là-dessus, je vous avais parlé de la création du département du Loiret. Quand les conventionnels ont coupé la France en départements, il s'agissait d'effacer l'ancien régime, le régime royal. Donc il y avait des provinces qui s'appelaient Berry, Bourgogne, Val-de-Loire, Auvergne, etc., etc. Donc ils ont eu comme mission de couper la France en une petite centaine de départements de superficie identique, de façon que chaque citoyen puisse aller au chef-lieu en moins d'une journée de cheval. À cheval, en pas plus d'une journée.
Donc, ils avaient tous les départements français ont à peu près la même superficie, la même surface. Alors le problème, c'est que ici il restait un blanc dans la carte de France. Il restait un blanc, on ne savait pas qu'en faire, parce que ici il y avait le département du Berry qui a donné le Cher, mais le Berry était trop grand pour faire le Cher. Ici, il y avait la Bourgogne, mais la Bourgogne, c'est 5 ou 6 départements qui vont jusqu'en Franche-Comté. C'est pas possible. Là, il y a l'Eure-et-Loire, mais après c'est la Beauce. Mon papa est beauceron. Il est par là, mon papa. Hein, ma maman est d'ici. Et alors, et puis pour effacer l'ancien régime, la Convention a exigé qu'on fasse appel à des noms géographiques. Pas aux noms traditionnels. Il fallait effacer l'ancien régime, c'était la Révolution. Alors, les mers, les montagnes, les rivières. Alors, le mot Loire était évidemment bien, mais le mot Loire était pris, parce que, comme c'était en dernier, il y avait déjà la Haute-Loire, la Loire aussi, hein, la Loire du côté de Saint-Étienne. Ensuite, après, il y avait ça non, hein, mais il y avait le Maine-et-Loire et la Loire inférieure, qu'on a appelé un peu plus tard Loire Atlantique. Vous savez pour quelle raison, non? Parce que les départements, il y avait des départements qui étaient à une embouchure. Alors, il y avait les Hautes-Pyrénées et les Basses-Pyrénées. Les Basses-Pyrénées, c'était l'embouchure. Il y avait la Haute-Loire, et puis il y avait la Loire inférieure. La Haute-Loire haute, la Loire basse. Et pour les gens qui étaient au bord des estuaires, Loire, Basse-Loire, Loire inférieure, ça voulait dire inférieur. Ça choquait leur amour propre. De même, à Biarritz, Basse-Pyrénées, les Basses-Pyrénées, c'est pas glorieux, hein. Alors donc, il y a eu un mouvement dans les années 50-60. On a rebaptisé ces départements-là. La Loire inférieure est devenue Loire-Atlantique. La Seine inférieure, Le Havre, est devenue Seine-Maritime. Les Basses-Pyrénées sont devenues Pyrénées-Atlantiques, etc., etc. Les Pyrénées-Orientales, que j'aime beaucoup, sont restées Pyrénées-Orientales, tant mieux. Ici, c'est encore un assouplissement du cuir avec cet instrument qui s'appelle la marguerite. Alors, excusez-moi, je passe devant, voilà la marguerite. La marguerite, ça se met comme ça, et on travaille avec ça, c'est lourd, on travaille avec de la graisse, et on frotte, un peu comme ce qu'on a vu là-bas, pour assouplir le cuir, le corroyage. Assouplir le cuir, seulement le problème, c'est une énorme force musculaire. Et ensuite, ça, c'est du bois. Alors, on prend du bois très dur, mais vous voyez, par exemple, là, c'est neuf, et là, c'est usé. Alors après, il faut affûter à nouveau. Hein? Alors, un jour, il y a eu un inventeur génial, un petit génie inconnu, qui a inventé ça. Ça, c'est une invention géniale. Ça ne s'use jamais. Et dans l'industrie qui cherche toujours après l'efficacité, ça ne s'use jamais, donc ça peut servir en permanence, et l'ouvrier ne s'arrêtera jamais pour affûter. Donc il va s'en servir, s'il travaille 15 heures par jour, il va s'en servir pendant 15 heures. Et donc, au lieu d'avoir 10 ouvriers avec ça en bois, eh bien, on pourrait avoir 5 ouvriers seulement avec ça en fer. Et dans l'histoire, on a gagné 5 chômeurs. Après, il y a encore ça. Alors ça, on le trouve là. Là, ici, quand on tourne ça, ça tourne. Alors là, ici, il y a la force motrice avec l'électricité. La force motrice descend du plafond, ça tourne, et ça,
Ça, ce qui veut dire que quand on va le mettre là, il va avancer. Alors, c'est très lourd, c'est très lourd. On met une peau, on met avec 2 hommes, on met ça dessus, on met en marche, la machine va avancer et on la prend comme ça et on l'oblige à tourner sur place. Et ça fait ce travail-là. Ça fait le même travail. Mais ça, déjà, il y a l'électricité là. Voilà. Ça, c'est l'époque de l'électricité. C'est donc plus récent. Ça date d'à partir de 1900. Il y a aussi ici 3 photos symboliques. Pour faire du cuir, il faut des vaches, il faut du chêne et il faut de l'eau. Voilà. C'est l'histoire éternelle du progrès technologique qui aboutit à des suppressions d'emplois. Hein? Moi, par exemple, j'ai défilé rue Doré à Montargis. J'ai fait une manif dans les années, peut-être en 60 par là. La SNCF voulait fermer à la gare de Montargis un dépôt des machines à vapeur. Alors c'est une énorme rotonde circulaire dans laquelle il y a des locomotives et on les met là pour les réparer, pour les entretenir. Et puis un jour, la SNCF a décidé de fermer le dépôt des machines à vapeur. Alors les cheminots ont pris peur. Maintenant, si le dépôt des machines ferme, qu'est-ce que je vais faire? Ils vont me mettre travailler ailleurs, ils m'ont envoyé loin, etc. Alors on a fait une manif dans la rue Doré en disant non à la fermeture du dépôt des machines, non à la fermeture du dépôt des machines. On avait oublié que le diesel arrivait. Donc, le syndicalisme, c'est un peu ça. Parfois, on défend les copains, on défend son camp personnel, mais l'histoire faut le contraire. Alors, oui, il est, vous voyez là. Voilà. Alors, Monsieur Georges Melzen, c'est le monsieur qui est cité là. Il y a eu donc ces deux-là, et il y a eu ensuite Georges Melzen, et puis un autre qui est un photographe, Jean Lebosse, qui ont organisé le musée. Et alors, Melzen était lui fils de tanneur. Et son papa il savait bien qu'il y avait un problème, hein. Il lui a fait poursuivre des études. Il est devenu ingénieur agronome. Ingénieur agronome, il avait un bon diplôme. Et puis là-dessus, il a repris la tannerie après son papa. Mais très vite, la tannerie s'est fermée parce que le cuir, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Et en fait, pourtant dans sa tannerie, il avait trouvé une solution. Une solution, attendez voir, on va aller là. Il y a une solution ici. Vous voyez, les vaches. Ici, voilà, du fil de fer barbelé. Du fil de fer barbelé, et si une vache passe le long du fil de fer barbelé, sa peau va avoir une éraflure. Et une éraflure sur la peau d'une vache, c'est invendable. C'est invendable. Alors, monsieur le tanneur, là, il avait trouvé une solution, il avait fait un contrat avec la SNCF. Et il vendait des cuirs avec un défaut, pour faire des soufflets. Les soufflets, c'est ce qu'il y avait entre les wagons, pour passer d'un wagon à un autre wagon quand le train roule. Vous avez connu ça, les soufflets? Pas tellement. C'était la jointure entre deux wagons, pour permettre de passer d'un wagon à un autre wagon pendant que le train roule. Alors, c'était en cuir tout ça. Et on pouvait utiliser du cuir endommagé. Il a trouvé ça. Puis là-dessus, qu'est-ce qu'ils avaient, la SNCF? Elle a trouvé des jointures avec un matériau plastique, peut-être caoutchouté ou différent. Et il a encore perdu le marché. Alors, quand il a perdu le marché, il a fallu qu'il nourrisse ses enfants. Alors, comme il était ingénieur agronome, il était très instruit, il s'est reconverti dans l'éducation et est devenu prof de maths, professeur de mathématiques.
Et voilà, il a donné toute son usine qu'il a fermée, toute sa tannerie qui est à 15 km d'ici. Il a donné tout ça au musée et ça a été le point de départ du musée. Voilà. Alors, maintenant on doit faire une petite conclusion et une invitation à votre... Ah oui, d'accord, oui. Bien sûr, je réfléchis un peu. Alors, qu'est-ce qui peut attirer un visiteur à Montargis? D'abord, Montargis, c'est un lieu historique puisque c'est le premier, historiquement, sur la planète Terre, c'est le premier canal qui franchit une crête. Normalement, une rivière, ça coule dans un sens et les bateaux suivent le courant de l'eau. Mais là, dans un canal, il n'y a pas de courant. Mais il faut ajouter de l'eau en permanence. Chaque fois qu'on fait descendre une écluse, on consomme 1000 mètres cubes d'eau. Donc il faut avoir une réserve d'eau sous la main. Une réserve d'eau sous la main. Et donc Hugues Cognier, l'inventeur, il a trouvé une réserve d'eau. Montargis, on peut voir donc le canal de Briard qui est un grand événement, une grande première mondiale. Montargis a eu aussi un peintre qui s'appelle Giraudet, qui était un peintre du 18e, de l'école de David. Il n'était pas du calibre il était un élève de David. Il a un musée national ici qui est très important. Et puis Montargis aussi, géographiquement, c'est une vallée très large avec une petite rivière. Et donc et des marécages et de l'eau dormante. Alors les habitations se sont développées là-dessus et il s'est passé un peu en tout petit ce qui s'est passé à Venise en Italie. D'où l'idée de Montargis, Venise du Gâtinais. Ce qui est très partiellement vrai, mais partiellement seulement. Il n'y a pas de rue sur l'eau, il n'y a rien, hein, bien sûr, mais il y a beaucoup de voies d'eau. Beaucoup de ponts, c'est sympathique, c'est ce qui attire un peu les touristes. Alors on publie un bulletin auquel on peut s'abonner, et j'en ai montré tout à l'heure, des bulletins, il y en a partout, beaucoup, voilà. Il y en a d'autres aussi, ça relate des événements de la ville. Voilà le canal, à l'époque où ce sont les gens qui tiraient les bateaux. Les bateaux étaient tirés par les hommes. Après, c'est les chevaux, puis maintenant, il y a des moteurs. Et ça, c'est... Ah ben, c'est les murailles que nous avons refaites. Dans les bains-douches, par exemple, les microbes n'ont été découverts que au XIXe siècle, et auparavant, quand on voyait de l'eau, on ne soupçonnait pas qu'une eau claire puisse contenir des microbes. Donc c'est après qu'on a pris conscience et qu'on a développé l'hygiène. Les gens n'avaient pas d'eau chez eux, bien sûr. On a fait des grands douches municipaux où les gens pouvaient aller se nettoyer et lutter contre les maladies. Monsieur le Président, je vous remercie. Ben, c'est très gentil à vous d'être venu nous voir.